Chapitre 18. Coup au but. L'année qui suivit celle de mes 40 ans apporta peu de changements dans ma vie, sinon un pire. Il y eut en effet l'affaire des reproducteurs, la saga des oiseaux de mer, et pour couronner le tout, l'enfer du champignon. La mortalité dans les truites était stationnaire et, heureusement, insuffisamment conséquente pour qu'elle m'inquiétât. Elle concernait surtout les petits poissons et ne touchait pas les reproducteurs qui étaient de superbes truites adultes pesant chacune plusieurs livres. Ces poissons avaient été sélectionnés depuis le début de l'élevage pour diverses qualités, dont la moindre n'était pas la beauté de la robe, qui était particulièrement remarquable au moment du frai, aussi bien chez les reproducteurs fariaux, sauvages, reconnaissables au point rouge de leur livrée, que chez l'espèce américaine Rainbow, destinée davantage pour la consommation que pour le repeuplement des rivières, et dont les flancs portaient une bande longue et large de toutes les couleurs du prisme, comme un arc-en-ciel d'où provenait leur nom. Ce cheptel était déjà cité en exemple dans la profession, et je n'en étais pas peu fier. Il y avait plus de 500 truites reproductrices mâles et femelles. Elles étaient élevées dans un étang aménagé pour leur usage exclusif, et y vivaient toute l'année dans de bonnes conditions. On accédait à l'étang par une passerelle, à partir de laquelle les truites étaient nourries une fois par jour, habituellement le matin. C'était un moment de la journée où, quand l'eau était claire, on pouvait admirer leur vitalité, qui s'exprimait par des sauts et des rouets sauvages vers les aliments que leur lançait un ouvrier ou moi-même. Voir leur vivacité était pour moi une atténuation des inquiétudes que me causaient souvent les sujets plus jeunes. Au début de l'hiver, on pêchait ces truites pour la ponte des salmonidés, et quand celle-ci était terminée, les poissons étaient remis en étang. Il leur fallait un certain temps pour se réadapter à leur habitat. Ils étaient fatigués et mangeaient peu. Ceci coïncidait avec l'époque de l'année où les eaux étaient froides et chargées en sédiments arrachés aux berges des rivières. Dans l'étang, le mouvement continuel des truites accentuait l'opacité des eaux, les rendait troubles et empêchait qu'on vît distinctement les poissons. Cela durait depuis le début de décembre jusqu'au printemps. Cette année-là, il y avait beaucoup plu en automne. Les sources s'étaient ouvertes plus tôt que de coutume et les eaux étaient fortes. La température de l'eau de rivière était basse, ce qui n'excitait pas l'appétit des poissons. Aussi mangeaient-ils peu. Les truites reproductrices, remises en étang, mangeaient même si peu que cela finit par nous surprendre. Je dis nous par habitude, mais j'aurais dû dire moi, car Antoine n'était plus là. Comme je ne pouvais pas lui procurer une situation en rapport avec ses aptitudes, il avait changé d'activité et m'avait quitté. En restant mon collaborateur, il n'avait pas de perspective d'avenir. Sa décision était donc raisonnable, mais il me manquait beaucoup. Je ne pouvais plus compter que sur Émile et dans un domaine assez limité. Je reviens à l'étang et à ses occupants, qui n'avaient pas d'appétit.
J'étais donc surpris par ce comportement inattendu, si surprenant que je finis par me demander si le reproducteur était encore là. Quelques remous dans les parties les moins profondes de l'étang. Au moment où, pour les nourrir, on lançait dans l'eau, à partir de la passerelle, une pelletée d'aliments, l'éclair nacré d'un ventre rouge, l'apparition d'une nageoire ou d'un coup de queue, furtif, en surface, et c'était tout. Seule explication, pour une raison que j'ignorais, les poissons s'étaient réfugiés dans les parties les plus profondes de l'étang. Une fuite vers la rivière était à exclure. Une épaisse chaussée en maçonnerie et une vanne à toute épreuve garantissaient l'étanchéité de toute la pièce d'eau, et des grilles à barreaux interdisaient toute fuite de poissons de cette taille. Je pensais à un vol. C'était improbable. Les chiens, j'avais à ce moment-là 2 bergers beauchevaux, auraient aboyé. À aucun moment, depuis la remise en étang des poissons, on n'avait observé chez les chiens le moindre signe de nervosité. Mais alors, que se passait-il ? Il fallait absolument le découvrir. Alors, nous avons baissé le niveau de l'eau pour réduire la surface de l'étang et permettre une meilleure observation des poissons et leur pêche le cas échéant. J'ai dû me rendre à l'évidence, il n'y avait plus ou presque plus de poissons. Après pêche et comptage, nous en avons trouvé à peine une centaine. C'était tout ce qui restait. Le quart à peu près de ces superbes bêtes sur lesquelles j'avais fondé beaucoup d'espoir, tant pour l'élevage que pour le repeuplement. C'était un nouveau coup du sort. Une perte considérable, difficile à remplacer. Et le mystère de la disparition des reproducteurs restait entier. Un des ouvriers journaliers était pêcheur de truites et connaissait bien les poissons. Il était également chasseur et comprenait le gibier. Il s'appelait André. Le jour de la découverte de cet événement incompréhensible pour moi, je remarquai après la journée qu'il arpentait les berges de l'étang. Il était penché en avant, le nez au sol. On l'aurait pris pour un chien de chasse. Il me dit, en se grattant l'oreille, autre habitude qu'il avait en commun avec un chien de chasse. Il y a beaucoup d'empreintes sur le bord. Regardez vous-même, monsieur. Où en est qu'en pensez-vous ? A priori, je n'en pensais rien. J'avançais sans me compromettre. On dirait des chiens. Ce serait étonnant. Ils n'auraient pas pu rentrer là à cause du grillage. Les traces ressemblent à celles d'un renard. Mais ce n'est pas un renard, à moins que ce soit les empreintes d'un blaireau. Le blaireau mange du poisson quand il n'a pas de lapin à se mettre sous les dents. Mais ce n'est pas la trace d'un blaireau. Je pourrais demander au garde fédéral. Je le connais. Celui-là vous dira tout de suite. J'étais en éveil. Il y avait en effet de multiples empreintes. Mais je n'étais pas chasseur, et c'était une écriture que je ne savais pas déchiffrer. Les traces étaient suspectes et pouvaient être en rapport avec la disparition des poissons. J'acceptai la proposition d'André et le garde fédéral vint. Il fut rapide et catégorique dans ses conclusions. Ce sont des traces de loutre. Il y en a au moins 2. Elles ont pu entrer dans l'étang par les vannes de sortie des eaux. 2 au moins.
Et peut-être autre chose. Je vois mal. Les empreintes ont été piétinées quand on a pêché les poissons restants dans l'étang. Il ajouta: c'est dommage que vous n'ayez pas fait appel à moi plus tôt. Je suis habilité à détruire les nuisibles, et je vais poser des pièges si vous pouvez garder vos chiens au chenil. C'était possible, et ce fut fait. En une quinzaine de jours, le garde avait pris 2 loutres et 14 visons sauvages. Il me fit observer des empreintes caractéristiques des loutres avec leurs 4 doigts palmés et celles des visons, sans doute des animaux qui s'étaient échappés d'un élevage. Les loutres étaient de la taille d'un gros chien et à taille égale pesaient 2 fois plus lourd. Elles ressemblaient à de petits phoques couleur chocolat. J'étais triste pour elles, car elles pêchaient, sans doute pour nourrir leurs petits. Je m'attendrissais moins sur les visons, qui sont des bêtes cruelles et ne pêchent pas seulement pour vivre, mais tuent pour le plaisir de tuer. Je l'ai constaté plus tard sur des canards mandarins que j'avais eu l'intention d'élever. Ils y sont passés les uns après les autres. Ainsi, en 2 mois, loutres et visons avaient fait le vide. Le courage m'a manqué pour reconstituer un cheptel du même type, et j'ai réorganisé autrement mon élevage. Le surlendemain, j'étais de fort méchante humeur. Les cris des oiseaux de mer m'avaient réveillé. Une escadrille de mouettes rieuses et une armada de grands goélands gris, au moins une centaine d'oiseaux, 200 peut-être, tournaient autour des bassins de truites. Le scénario était toujours le même. Égarés volontaires dans l'intérieur des terres, souvent par mauvais temps quand la pêche en mer donnait moins bien. Les bassins remplis de poissons frétillants semblaient les hypnotiser. Ils volaient d'abord en cercles très hauts dans le ciel, puis formaient des cercles plus petits qui se croisaient, se désagrégeaient et se reformaient, diminuant en diamètre au fur et à mesure que les oiseaux se rapprochaient de la surface de l'eau. Plus ils en étaient proches, et plus ils s'excitaient, et plus ils criaient sur un mode suraigu. Après un vol d'observation du gros de la troupe, l'un d'eux se décidait à plonger, redressait son vol, effleurait la surface, paraissait la toucher à peine, et remontait en flèche après un virage sur l'une des ailes, le bec serré sur un poisson qui battait désespérément de la queue, sans beaucoup d'espoir sans doute d'échapper à son sort. Immédiatement ensuite, encouragé par cette brillante démonstration, un balai s'organisait et les oiseaux partaient à la curée par équipe de 2 ou 3, pêchant au même moment dans des bassins différents. Il n'y avait rien à faire. Nous avons tout essayé pour les éloigner depuis les canons à nuisibles qui détonaient à intervalles irréguliers. Les oiseaux s'en moquaient, jusqu'aux émissions par haut-parleur de l'enregistrement des cris de détresse de ces espèces. Ils y étaient habitués, semblaient y répondre et continuaient leur pêche. Quant aux filets tendus au-dessus des bassins, ils étaient peu efficaces et n'étaient utilisables que sur les petits bassins d'élevage, en général vides en plein hiver. Alors bien que nous sachions avoir affaire à des animaux protégés, c'est-à-dire qu'il était interdit de tirer au fusil, exaspérés, nous succombions parfois à la tentation de faire feu
et nous avions toujours un fusil à portée de la main. Les oiseaux de mer paraissaient intelligents, et ils se montraient sensibles à ce genre d'argument. C'est pourquoi, ce matin-là, 2 coups de feu successifs m'indiquèrent qu'André faisait bonne garde, et cela me donna du courage pour la suite des événements. J'allais en avoir besoin. J'attendais dans la matinée le passage d'un vétérinaire spécialisé dans les maladies des poissons. Il était diététicien, docteur en médecine et en médecine vétérinaire. Il était très apprécié de la profession, d'autant plus qu'il était souvent le dernier espoir de beaucoup de mes confrères, dans des cas d'épisodie qui commençaient à devenir fréquents. Je l'avais appelé en consultation pour une nouvelle maladie dont les symptômes ne ressemblaient à rien de ce que je connaissais. La mortalité dans les poissons avait rapidement atteint des chiffres élevés, au point que le mois précédent, 2 ouvriers avaient pour principale occupation le ramassage de poissons morts dans l'ensemble de la pisciculture. Quand ils en avaient fini avec les derniers bassins, ils pouvaient recommencer avec les premiers. Entre les loutres, les visons, les oiseaux de mer, et maintenant cette maladie inconnue, je commençais à baisser les bras. J'allais à la ruine. Je m'en rendais compte. Et je ne pouvais rien faire pour l'éviter. J'attendais donc le vétérinaire comme un chien affamé attend une saucisse. Mes affaires allaient en empirant chaque jour. Je voyais mes ressources fondre à vue d'œil, sans apercevoir de solution pour me sortir de cette accumulation d'événements déroutants. Cela devenait une hantise. Je me réveillais la nuit en proie à l'angoisse, et durant la journée, c'était un cauchemar éveillé. Inutile de m'appesantir sur les problèmes rencontrés en fin de mois. Je commençais à perdre l'appétit, et toute nouvelle difficulté me faisait l'effet d'une montagne. Le docteur arriva dans la matinée comme il l'avait annoncé. C'était un homme jeune, précis, rapide et compétent. Il observa, il interrogea, enfila une blouse blanche et mit des gants. Puis il installa un mini-laboratoire portable dans un bâtiment de service, opéra quelques prélèvements sur des poissons, fit des coupes histologiques. Entre parenthèses, c'étaient les termes qu'il employait. Il les observa au microscope et recommença. Il parlait peu, je me taisais. J'attendais le verdict. Il fut accablant. Monsieur Derechef, sous réserve d'un examen microbiologique que je ferai en laboratoire aussitôt que je serai rentré. Je dis bien sous réserve des résultats qui me confirmeront s'il y a une autre maladie. Je pensais, allons bon, il n'y a pas assez d'une maladie, il y en aurait 2. Il s'agit très probablement de l'attaque d'un fungus, un champignon, si vous préférez. Il s'appelle l'Ichthyophonus opheri. Il touche les organes vitaux des truites. Il semble contagieux et il n'y a pas de remède connu. Je sentais mon visiteur gêné de ce qu'il me disait et moi-même,
J'étais abasourdi. Mais docteur, comment est-ce possible? Un champignon. On nourrit pas ici les truites au cèpe et au girolles. J'essayais de plaisanter, mais ça sonnait faux. Monsieur, selon toute probabilité, cela provient du poisson de mer que vous utilisez pour votre élevage. Vous n'avez pas de chance. Je viens de rencontrer un cas semblable en Hollande, et c'est pour cela que je suis certain, à près de 100%, de l'exactitude de mon diagnostic. À l'heure actuelle, il n'y a pas de remède connu. Ces paroles m'encadraient comme une salve d'artillerie. Il continua. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je reviendrai avec une spécialiste canadienne de cette maladie. Votre cas est très intéressant. Je n'avais pas d'illusion. Mon cas l'intéressait beaucoup moins que celui des poissons. En attendant les conclusions définitives, le docteur me donna quelques conseils, me recommanda l'usage de certains poissons de mer pour l'alimentation des truites et la modération dans l'emploi des autres, etc. Point. Puis il se prépara à partir. Toute cette panoplie de catastrophes successives m'accablait. Un exemple. Pour les poissons de mer que j'utilisais pour l'alimentation des truites, ceux qui étaient bon marché, le vétérinaire les déconseillait. Et les autres, ceux dont l'emploi présentait moins de risques, cela était trop cher. Je n'arrivais même pas à réfléchir sur ce que je devais faire. C'en était trop. J'étais assommé. Le docteur vétérinaire partit en emportant un chèque dont le montant aurait pu correspondre aux honoraires d'un prix Nobel. Celui-là, il l'accepta sans aucune réserve. Dans la semaine qui suivit, il téléphona. Le résultat des examens confirmait le diagnostic. Et il proposait son passage avec la spécialiste canadienne dont il m'avait parlé. Ce serait à titre purement gracieux, précisait-il. Je protestais pour la forme et acceptais la proposition. J'appris plus tard par la réception d'une plaquette signée de son nom que ma détresse avait au moins servi à quelque chose, car il en avait tiré les éléments d'une étude destinée à un travail scientifique qu'il présentait sur l'ichthyophonus. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Son passage n'avait cependant pas été entièrement négatif. Il m'avait dit « Si vous ne trouvez pas le poisson de mer qui conviendrait à l'alimentation des truites, pourquoi ne nourriez-vous pas le poisson à la viande ? Toutes les piscicultures situées loin de la mer le font. Elles passent des accords avec des équarrissages, ou en possèdent un elles-mêmes. N'y a-t-il pas d'équarrissage dans votre région ? Et cette question devait avoir, pour moi, des conséquences insoupçonnées. Oui, l'estomac. Une alerte de ce type eut lieu un jour, où une dame très énervée se plaignit d'avoir découvert un bas hors taille dans un paquet de bas nylon qu'elle lui avait acheté récemment. Elle était furieuse, citait des dates, donnait des précisions, et le ton s'éleva. Nisso répondit, elle eut des paroles blessantes, et des gens s'attroupèrent. Elle disait « Non, monsieur, je n'ai pas apporté ces bas aujourd'hui.
Je ne m'attendais pas à vous rencontrer. C'est le mois dernier, à la foire de la ville voisine, que je vous ai acheté ces bas. Mais moi, monsieur, on ne roule pas. Ce n'est pas pour le prix que je proteste. C'est pour le procédé. Nisso essaya de l'interrompre. Ce fut peine perdue. Elle dit qu'elle était la cousine du maire, qu'il lui-même était conseiller général du canton. Elle se plaindrait à la police, et ça irait loin. Très loin, oui, monsieur, et on verra ce que l'on verra. Nisso, voyant que les gens commençaient à s'attrouper, s'efforça de calmer le jeu. Il parla de sa bonne foi, il dit qu'il croyait cette dame sur sa parole, il offrit de la dédommager. Les faits le surprenaient. Une pareille chose ne lui était encore jamais arrivée. Mais pour lui, une cliente, c'était sacré. Oui, madame, chez moi, la cliente est reine. Et il continuait. Si cette dame était sûre de son fait, elle avait certainement raison, car une erreur est toujours possible. Petit à petit, la personne se calma, elle accepta la proposition de remboursement. Nisso lui versa l'argent. Elle lui fit presque des excuses. Elle était confuse de s'être emportée. Puis elle s'en alla. Et les gens, voyant que le combat n'irait pas jusqu'au sang, commencèrent à se disperser. Quand la cliente quitta les lieux, le teint de Nisso prit la couleur du mastic frais. Il sentit son cœur battre à un rythme plus rapide que de coutume. Des gouttes de transpiration apparurent sur ses tempes, et il dut s'asseoir. Ensuite, il rejoignit la caravane avec difficulté, et s'allongea, laissant à Juliette le soin de plier le bagage pendant que le dernier badaud s'éloignait en commentant l'événement. Ensuite, il dut s'aliter, et on appela un médecin qui lui conseilla de se faire hospitaliser pour pouvoir se prêter à un examen complet dans un service de cardiologie et toutes affaires cessantes. Nisso suivit le conseil. Le praticien qu'il avait consulté, ayant ses entrées dans un hôpital de la toute proche banlieue parisienne, fit en sorte que le patient y soit admis. Et Nisso fut donc hospitalisé et prit du repos pour la première fois de sa vie, sans doute.